Bonjour Amy Green. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes experte associée à l'Institut Montaigne, spécialiste reconnue de la politique américaine, enseignante notamment à Sciences Po à Paris. Ce matin, de quoi parlons-nous ? D'une opération anti-drogue, d'une intervention au nom de la démocratie ou d'une forme de néocolonialisme ? Alors c'est intéressant ces trois formules que vous avez proposées. Peut-être que je ne retiendrai aucune parce qu'en effet, il n'y a pas du tout de narcotrafic avéré par rapport au Venezuela. Surtout ce que je dirais, c'est qu'on voit en effet l'intention de Donald Trump d'appliquer ce fameux corollaire Trump, à savoir exprimer la puissance américaine dans l'hémisphère de l'Ouest, dans son hémisphère des Amériques, afin effectivement d'avancer les intérêts des États-Unis. Donc on n'a pas du tout la possibilité réellement de retenir le motif. On n'est pas complètement dans un regime change, mais on est dans quelque chose d'assez inédit. Peut-être que vous avez employé néocolonialisme, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, on voit la projection de la puissance américaine d'une façon tout à fait anormative et atypique dans l'histoire moderne. Cette opération a été lancée samedi matin. Elle n'a pas reçu l'approbation du Congrès, comme l'exige normalement la Constitution américaine. Quelles peuvent être les conséquences à la fois politiques et juridiques ? Alors, pour l'instant, on voit difficilement des conséquences juridiques pour un Donald Trump aujourd'hui dans une configuration politique où il détient le contrôle, ou en tout cas son parti républicain détient le contrôle des deux chambres du Congrès. On voit difficilement que ce parti-là revienne à la charge contre Donald Trump pour essayer de mener une action juridique à son encontre. On voit difficilement les démocrates réussir à faire la même chose. Et puis politiquement, proprement dit, au sein de son propre camp, il peut y avoir des fractures qui commencent à creuser d'ailleurs sur la posture internationale de Donald Trump et qui continuent de s'aggraver. Sinon, il peut y avoir des conséquences politiques en vue des élections de mi-mandat dans quelques mois. Mais aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quelques voix de dissension républicaine, une opposition très forte de la part du Parti démocrate et potentiellement, s'il y a en effet un renversement du contrôle du Congrès vers les démocrates à l'automne, on pourrait y avoir là effectivement des commissions d'enquête, des auditions et éventuellement des actions juridiques ou politiques à l'encontre du président. Parce que l'opinion américaine reproche beaucoup à Donald Trump de se concentrer un petit peu trop sur l'international, pas assez sur les affaires intérieures. Est-ce que le cas du Venezuela est de la goutte de trop ? Potentiellement. En tout cas, c'est une goutte qui ajoute à une accumulation de problématiques politiques et de mécontentement des Américains. On sait que Donald Trump, c'est une figure politique extrêmement clivante. Cela n'a pas changé. En revanche, ce qui commence à bouger, et ce depuis quelques mois, c'est la frustration des Américains vis-à-vis de la situation économique. Donc aujourd'hui, l'opinion publique retient à peu près 2-3 choses. Premièrement, on souffre. Les coûts, c'est exorbitant. La qualité de vie s'aggrave ou se dégrade de plus en plus. Le président, il est aux abonnés absents. Deuxièmement, il y a quand même cette musique sur le dossier Epstein, à savoir jusqu'où ira le président Trump pour faire oublier cette question du dossier qui est absolument explosif dans l'imaginaire américain. Qui est un ancien financier, prédateur sexuel. Absolument. Et qui était proche de Donald qui était Trump. proche de Donald Trump à une époque. Et puis, la troisième chose, effectivement, c'est qu'il n'a pas du tout fait campagne sur une projection internationale aussi puissante, aussi armée, et donc qui est cette personne qu'on a élue. Donc la promesse globalement n'est pas tenue. Donald Trump, quand il a tenu sa conférence de presse ce samedi après-midi, a assumé la question du pétrole. Le Venezuela, c'est plus de 15%, dit-on, des réserves mondiales. Pour Donald Trump, il y a l'espoir tout de même de convaincre les Américains des bienfaits de cette opération militaire si derrière les cours du pétrole baissent. Oui, c'est ce qu'il essaie de faire. Il essaie de proposer un argumentaire économique en montrant que les États-Unis vont se faire de l'argent sur ça. Et d'ailleurs, c'est chercher de l'argent un peu partout. C'est un leitmotiv de la politique et du discours politique de Donald Trump. Donc, où qu'on le trouve, on va faire ça. Mais en même temps, on voit là aussi, dans cette action au Venezuela, s'exprimer un vrai point de vue, une vraie vision des affaires du monde de Donald Trump, à savoir les États-Unis doivent exprimer leur puissance quand il faut. Je me souviens, pendant les bombardements en Iran, Donald Trump avait dit, il vaut mieux avoir 2 bombes gigantesques qu'on utilise que 30 bombes gigantesques qu'on n'utilise jamais. Et donc là, effectivement, je vois qu'il y a quand même quelques parallèles. C'est-à-dire, si on a cette puissance militaire, cette capacité à faire des choses, il vaut mieux le faire dans nos intérêts. Et donc là, c'est un cas de figure. Et c'est donc un message envoyé aux adversaires des États-Unis. On en parlait tout à l'heure avec Christian Macarian dans l'Écho du Monde, et notamment de la Russie. Est-ce qu'il y a pour vous une forme d'inflexion vis-à-vis de Vladimir Poutine, qui est un partenaire majeur du Venezuela ? Est-ce que Donald Trump est en train de lui tourner le dos ?
On voit effectivement la position de la Russie se compliquer dans ça. Vous avez mentionné ce partenariat. On voit que Vladimir Poutine a lancé quelques menaces dans les mois précédents, mais sans vraiment de matière à mordre. On voit qu'il est très préoccupé, ou en tout cas retenu par sa situation locale, la guerre contre l'Ukraine. On voit vis-à-vis de l'Iran aussi partenaire de la Russie, excusez-moi, qu'aujourd'hui Donald Trump dit que les États-Unis sont prêts à tirer sur les Iraniens, ou en tout cas à agir si eux, le régime, s'attaquent aux manifestants. Donc on voit petit à petit les partenaires de la Russie s'éloignent de la Russie. La Russie se montre incapable de venir défendre ses intérêts vis-à-vis de ses partenariats partout dans le monde, et la Russie est de plus en plus reléguée à son voisinage. On pensait Donald Trump sceptique sur les interventions à l'étranger. Vous en avez parlé tout à l'heure de cette dissension qui existe au sein des Républicains avec les faucons, comme on les appelle aux États-Unis. La scission n'est donc pas nouvelle. Pourquoi Donald Trump s'est-il laissé convaincre par les adeptes des interventions à l'étranger ? Finalement, ce que pense le motif ou l'objet, la raison, le raisonnement que cite Donald Trump, ce sont dans les intérêts des États-Unis. Finalement, il va trouver l'intérêt selon sa définition du terme. Là, la justification, c'était le narcotrafic pour aller au Venezuela. Aujourd'hui, quelques heures plus tard, c'est le pétrole. Finalement, c'est un président qui a bombardé, c'est le premier d'ailleurs président américain à bombarder 8 pays en un seul an. On n'est même pas arrivé à premier anniversaire de cette deuxième présidence Trump. Donc effectivement, il va aller chercher les intérêts des États-Unis et puis utiliser l'ensemble des outils dans la boîte à outils. Ce qui est très intéressant dans cette approche de Donald Trump, c'est que finalement, il va agir par rapport aux plus faibles, mais quand il s'agit des durs de ce monde, il a beaucoup plus de difficultés et il est plus démuni. Donc finalement, on va voir l'utilisation de cette force américaine pour extraire des intérêts des États-Unis qui passent notamment par des flous, par des matériaux, par des ressources, et il va l'appliquer contre ceux qui ont moins de moyens face aux États-Unis. Et ça n'est pas contradictoire avec le Donald Trump qui revendique de faire signer des traités de paix dans le monde entier ? C'est assez paradoxal. Il pense que là, il peut y avoir une justificatif qui indique qu'il a apporté la paix au peuple vénézuélien. Il a utilisé la force pour le faire, mais là, c'est quelque part le slogan de la politique étrangère américaine sous Donald Trump. La paix par la force. Le secrétaire d'État, justement, des États-Unis, Marco Rubio, un faucon, lui d'ailleurs, est fils d'immigrés cubains. Oui. Est-ce que la suite, c'est une intervention désormais maintenant à Cuba ? Il prévient le Cuba, en tout cas. Il a dit hier, me semble-t-il, ou ce week-end en conférence de presse, que s'il a été un dirigeant cubain, il serait très inquiet. Donc effectivement, cette intervention américaine au Venezuela ouvre énormément d'inconnus sur la scène internationale, et cette logique d'imprévisibilité qui anime cette présidence-là est assez rappelée par cette phrase de Marco Rubio. On ne sait pas très bien si les Américains vont trouver et l'envie et le prétexte d'aller chercher le Cuba. Cela est cohérent, ou en tout cas serait cohérent avec la nouvelle doctrine de Donald Trump. Et puis Marco Rubio, effectivement, haït même le régime cubain, qui les met en garde. Et donc cette imprévisibilité veut nous laisser croire que finalement, tout est possible. Et donc ça va s'appliquer à tous les pays du continent américain, notamment la Colombie, par exemple, de Gustavo Petro ? Ça pourrait. C'est-à-dire que là, la vision de Donald Trump de la politique étrangère, c'est que les États-Unis doivent pouvoir se projeter quand il veut, pourquoi il veut, et quand il veut, de la manière dont il souhaite, dans toute l'hémisphère. Ça, c'est le voisinage des États-Unis, c'est ça qui les préoccupe. Ils vont faire le nécessaire pour sécuriser leurs intérêts et pour réaffirmer la puissance, la dominance américaine dans l'hémisphère. Mais tout de même, il y a la question du Groenland. Le Groenland est un territoire autonome du Danemark, qui est membre de l'OTAN. Est-ce que Donald Trump serait capable d'aller jusque-là ? Sachant qu'il y a l'article 5, on est censé se protéger les uns les autres. Tout à fait. Donald Trump, là, il met l'Europe face au paradoxe. Et on l'avait vu d'ailleurs, d'une certaine manière, avec l'éditorial que vous venez de diffuser. C'est-à-dire qu'il y a une forme de paradoxe et qu'on le voit en Europe. On voit des dirigeants européens qui ont beaucoup de difficultés à condamner cette intervention, puisqu'on sait que finalement, l'Europe a besoin des États-Unis en Ukraine. Donc finalement, pour répondre à votre question, on voit que Donald Trump, et notamment autour de l'article 5, on sait que la puissance militaire, la volonté militaire aujourd'hui réside avec la puissance de frappe américaine, peut-être plus qu'en Europe. Finalement, est-ce que Donald Trump va tenter d'aller jusqu'en Groenland ? C'est ce qu'il dit depuis des mois. Le cas de Venezuela nous a montré que Donald Trump annonce et donne la couleur pendant des mois jusqu'au jour, finalement, où il décide d'agir. Donc, on ne connaît pas aujourd'hui la situation au Groenland. Il affirme depuis le départ, même
depuis son premier mandat, la fin du premier mandat, que les intérêts stratégiques des États-Unis résident également sous le sol groenlandais. Est-ce qu'il irait jusque-là? C'est possible, mais c'est ça la stratégie d'imprévisibilité de Trump. On ne sait pas jusqu'où il est capable d'aller. Vous avez cité l'éditorial de Guillaume Tabar. Les réactions en France, ce sont à peu près les mêmes au niveau européen. Finalement, très peu de condamnations sur la manière, plutôt un soutien au principe de faire tomber Maduro. Il faut donc comprendre qu'on peut, avec cette stratégie-là, ouvrir une porte à Donald Trump pour qu'il intervienne, y compris chez nos alliés. Ce qui est intéressant dans cette logique-là, c'est qu'on parle vraiment très très peu du droit international. Et Donald Trump, ce n'est pas un président qui a une sympathie particulière pour le droit international. Oui. Est-ce que le rappeler n'est pas lui donner raison? Puisque ça sert à rien le droit international, la preuve. Il est en train de changer complètement le paradigme international. C'est-à-dire qu'autrefois, on a pu penser que c'était la Russie, c'était la Chine, c'était les adversaires ou les concurrents de l'Occident ou des Américains, en tout cas, qui ne soutiennent pas justement ces normes. Aujourd'hui, le président américain affirme que face à une situation où effectivement, il y a un dictateur répressif parmi les pires dirigeants du monde, mais qui ne pose pas une menace imminente aux intérêts et au sol américain. Il est prêt d'y aller. Donc, effectivement, il va décrédibiliser davantage ce principe de droit international. C'est un concept universel où ça n'existe pas. Et aujourd'hui, Donald Trump, il montre que finalement, ce n'est pas un principe qui l'intéresse. Merci, Amy Green, Merci. Experte associée à l'Institut Montaigne, spécialiste de la politique américaine, enseignante notamment à Sciences Po, et je cite votre dernier livre, L'Amérique face à ses fractures, que reste-t-il du rêve américain? C'est aux éditions Talendier. Merci d'être venu ce matin sur Radio Classique.